Aujourd'hui, les salaires stagnent alors que la productivité augmente. Même les plus libéraux doutent des concepts développés au XIXe siècle. Ils constatent que le marché du travail disparaît. Dans ce marasme, des théories anciennes, comme le salaire de subsistance ou le salaire minimum, réapparaissent. Moi, j'adore une phrase de la Banque mondiale qui dit avant de répartir, il faut produire. Sauf que les modalités de répartition des richesses sont contenues dans les modalités de production, puisque le salaire fait partie des coûts de production. Or, si vous donnez des salaires élevés aux gens, vous réglez en partie la question de la redistribution des richesses. Donc, ce discours de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international est un discours qui était, jusqu'à il y a peu, réservé aux pauvres Africains qui ne comprennent pas grand-chose. Mais, de plus en plus, il arrive en Occident. Et ce matraquage permanent qui consiste à dire il faut d'abord produire avant de répartir, c'est vraiment, de mon point de vue, une arnaque d'un point de vue intellectuel. Actuellement, le salaire, c'est ce que l'employeur consent à verser aux travailleurs. Et je pense que voilà, on est vraiment dans cette situation-là, c'est-à-dire ce qu'il accepte au sein de la rente globale qu'il obtient à fournir aux travailleurs. Et même, d'une certaine manière, je dirais que les fonctionnements de marché classiques se sont évacués. C'est vraiment ce qu'il consent. Parce que lorsqu'on regarde des pays comme les États-Unis ou l'Allemagne, où on se rapproche du plein emploi, toutes les théories économiques standards, qu'elles soient marxistes ou néoclassiques, prédiraient une forte augmentation des salaires. On a quand même, au bout du bout, un marché, on aurait un marché du travail qui fait que lorsqu'il commence à y avoir pénurie, on devrait voir une dynamique salariale qui ne devrait pas uniquement se cantonner aux plus hautes rémunérations. Or, ce n'est pas ce que l'on voit. Donc on est dans une situation qui, je pense, pour le coup, assez nouvelle dans le schéma capitaliste, où c'est ce que l'on consent de donner hors tout fonctionnement de marché. Quelque chose qui a beaucoup occupé les économistes en 2018, c'est la question de la croissance reprend, donc les salaires devraient augmenter et les salaires n'augmentent pas, en particulier aux États-Unis. Pourquoi ? Et une des principales raisons qui a été donnée à l'aide de faits, c'est-à-dire qu'on a été voir comment se fixent en pratique les salaires sur le marché de l'emploi américain, et on s'est dit « Ah, mais les salaires ne reprennent pas parce qu'il y a des entreprises qui sont aujourd'hui tellement puissantes qu'elles sont en mesure de fixer le salaire. » Et notamment, par exemple, Amazon, qui maintenant gère une grosse partie du commerce de détail aux États-Unis. Il y a certains endroits aux États-Unis où, de fait, Amazon fixe les salaires. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, il y a une série... les juristes ont tiré la sonnette d'alarme. Il y a une série d'études économiques qui l'a démontré. Et là, littéralement, là, cette semaine, depuis 2-3 semaines, qu'est-ce qui se passe ? 2 choses. La première chose, c'est que l'Agence de réglementation de la concurrence, donc la Federal Trade Commission, est en train de convoquer plein d'économistes et de juristes pour réfléchir à faut-il changer la manière dont on envisage la concurrence et dont on mesure les effets de la concurrence sur les citoyens, c'est-à-dire qu'on les mesurait surtout sur les consommateurs. On est en train de se rendre compte que les consommateurs sont aussi des travailleurs et que si ça a des impacts sur les travailleurs, peut-être qu'il faut changer les règles du jeu. Donc on pense qu'on va pouvoir corriger ça. Et puis la deuxième chose qui s'est passée, qui a été annoncée il y a une semaine, c'est que sous cette pression-là, Amazon a décidé d'augmenter son salaire minimum à $15. Donc il y a un effet. Donc c'est pareil, on est en train de penser en termes de sparadrap, c'est-à-dire que la règle reste des personnes qui contractent librement avec un rapport de force égal. Et on est capable de penser que le rapport de force puisse devenir défavorable et qu'on va le rétablir. On n'est pas capable de penser que intrinsèquement, le rapport de force dans ce système-là
et dans ce système de salariat, et encore plus dans un système d'ubérisation et de contractualisation, justement, le système est intrinsèquement inégal et qu'il faudrait repenser de manière plus large. Aujourd'hui, justement, dans une situation telle que je décris, où il y a pratiquement plus de valeur de marché du travail, c'est même plus possible de l'avoir, et c'est uniquement ce que le capitaliste est prêt à donner, ça fait tendre les salaires vers des niveaux extrêmement faibles. Eh bien, les gouvernements conservateurs ont, dans une forme de renversement, réintroduit l'outil salaire minimum. Alors qu'est-ce que ça permet de faire, le salaire minimum, pour un conservateur? Ça permet à minima de maintenir une cohésion du travail. Ça permet aussi de dire, on va, nous, agir comme conservateurs en vous mettant un salaire minimum. Il n'y a pas besoin que vous vous organisiez collectivement pour réclamer plus. Pas besoin de syndicats. Et donc le salaire minimum, c'est le meilleur antidote contre une organisation collective du travail. Le salaire minimum s'est aussi révélé comme un antidote pour une seconde revendication possible qui serait celle du maintien d'un État social. Comme l'avait dit Marx dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, la bourgeoisie est le plus souvent prisonnière, je cite, de ses intérêts malpropres et bornés. Oui, je veux dire, il y a une irrationalité des puissances privées du capital qui n'ont même pas la reconnaissance du ventre, d'une certaine manière. Par exemple, il y a un cas qui me semble tout à fait typique. C'est le rapport des dominants capitalistes à la sécurité sociale. La sécurité sociale, fondée par Ambroise Croizat en 1947, etc., a été historiquement le stabilisateur politique du capitalisme, qui était contesté au dernier degré à la sortie de la guerre, parce que les élites libérales non seulement avaient conduit à la grande crise économique qui avait précédé, mais au surplus avaient joué le jeu de la collaboration pendant l'occupation. Donc là, ça commençait à faire beaucoup. Et on sort de la Seconde Guerre mondiale avec l'URSS, qui a été la puissance sans doute décisive dans la victoire finale. Donc avec un système communiste, entre guillemets, puissamment relégitimé, et le sort historique du capitalisme, en quelque sorte, était en balance. Il l'était tant et si bien que les dominants ont, sous la pression, évidemment, dans un rapport de force qui leur était presque entièrement défavorable, pour une fois, les dominants ont renégocié avec le salariat un compromis historique auquel on a donné le nom de Fordisme. Compromis historique qui a sauvé de justesse leur souveraineté sur la production, au prix de contreparties qui étaient quand même tout à fait importantes, en termes de progression régulière des salaires, garantie de l'emploi, passation de conventions collectives et création d'un certain nombre de formes institutionnelles inédites comme la sécurité sociale. Mais sans ça, je veux dire, que serait-il advenu du capitalisme au sortir de la Seconde Guerre mondiale? On n'en sait rien. Mais enfin, les choses auraient pu beaucoup moins bien se passer. Et la sécurité sociale, par le développement des revenus de transfert, c'est-à-dire la stabilisation du revenu disponible des ménages, etc., par-delà les instabilités du cycle économique, en quelque sorte, à fabriquer, à conférer au système dans son ensemble un socle de légitimité sociale et politique sans lequel il n'aurait pas pu fonctionner aussi bien. Bon, et c'est cela même que, les dominants néolibéraux actuels voudraient envoyer à la casse. Aujourd'hui, on fait face à une destruction des acquis sociaux.
à une destruction de l'État social qui ne va pas laisser le salariat indemne. C'est un peu ma peur. C'est que le processus d'émancipation qu'on peut lire à travers la structuration du salariat, aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé au bout de ce processus. Et à la limite, celui qui a un salaire apparaît comme un privilégié, alors que nous savons très bien que dans la répartition de la valeur ajoutée, le capital prend l'essentiel de cette rémunération et absolument pas le travail. En 1992, Alan Budd, l'économiste en chef du Premier ministre anglais, explique qu'à l'époque de Margaret Thatcher, la crise économique a été provoquée pour faire baisser les salaires.